أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Excusez-moi. Comme indiqué vendredi dernier, nous allons traiter aujourd'hui des 4 écoles. Les 4 écoles où on peut dire les écoles à l'époque étaient régionales, puisque basées surtout à Koufa et à Médine. Avant la formation des écoles juridiques au 8e siècle, soit 2 siècles pour le calendrier hijra musulman, division entre les partisans de l'opinion personnelle, entre guillemets, ou du raisonnement personnel, Ahlil Ray, et les partisans du hadith ou traditionnalistes, Ahlil Hadith, qui correspond aussi à une division géographique entre l'Irak et le Hijaz, c'est-à-dire entre Koufa et le Hijaz. Et c'est là que nous allons commencer par, sur ordre chronologique, l'école d'Abu Hanifa, qui est mort en 767 de Koufa. Père du Raï, c'est-à-dire du juste opinion, et du Qiyas, raisonnement rationnel, opinion et analogie juridique. Il prend en compte, comme d'autres savants de l'époque, le droit coutumier, c'est-à-dire les usages en vigueur dans une région donnée en matière légale. La théologie aussi, al-fiqh al-akbar, déclaration de foi, akida. Il admet le hadith, ahad, le hadith rapporté par une seule et unique personne, par contraste au hadith mutawatir, rapporté par un nombre élevé de personnes et de chaque génération. Donc son disciple, c'est Abu Yusuf, célèbre juriste, mort en 798, qui occupe la place importante à la cour abbasside, où le calife Harun al-Rachid finit par lui décerner le titre de grand Qadi, Qadi Quthat. Première fois qu'un titre est décerné, titre honorifique qui fait de lui le Qadi des Qadis, le Qadi des Qadis, et qui lui donne également une position de conseil juridique et judiciaire de premier plan près du calife. Kitib al-Haraj, une des œuvres juridiques d'Aï qui nous sont parvenues, traité fiscal commandé par le calife al-Rachid. Un livre adressé au calife, l'auteur y définit les règles qu'il considère comme devant être suivies en matière de fiscalité foncière en particulier, mais évoque aussi d'autres impôts des questions de droit pénal. Excusez-moi, avant de traiter de cette école, de développer encore beaucoup plus sur l'école d'Abu Hanifa, qu'on appelle l'école hanafite. Je vais revenir à quelques notions essentielles sur les écoles. Le terme madhab, qu'on traduit en général par école, ou doctrine, désigne couramment les écoles de pensée juridique en islam et signifie littéralement aller vers et prendre la voie de. Dès les premières générations de musulmans, il y avait plusieurs écoles juridiques.
chaque compagnon qualifié, ainsi que chaque suivant considéré comme savant avait sa propre école. À l'époque des successions des suivants, troisième génération de musulmans, on pouvait compter pas moins d'une dizaine d'écoles. L'école malikite, hanafite, shafite, hanbalite, nous allons voir, ce sont les principales. Il y a eu celle d'Imam Aouzaï, de Soufiane At-Thawri, de Al-Layth ibn Saïd, d'Ibn Jarir Al-Tabari, Ishaq ibn Rahawai, d'Ibn Daoud et d'autres. Il y avait aussi l'école de Al-Bayt, les descendants et partisans de Hassan et Hussein, le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, considéré alors comme une branche orthodoxe, c'est-à-dire la différenciation sunnisme, chiisme n'existait pas à l'époque. Puis à l'époque des Umayyads, le monde musulman en pleine expansion connaît l'influence de diverses philosophies et cultures étrangères. Les secrets apparaissent et font rage, profitant de l'ignorance de la masse des musulmans, l'absence de règles strictes qui s'organisent et authentifient les fatwas. Les efforts d'interprétation juridique à favoriser l'anarchie en matière de jurisprudence, surtout dans les régions les plus éloignées. Dans ce contexte politique et religieuse très agité, les quatre écoles, Hanafite, Malikite, Shafite et Hanbalite, sont nées, ont su répondre avec fermeté et efficacité aux questions et aux préoccupations du monde musulman. Elles ont su conserver au fil du temps leur notoriété et ont obtenu l'unanimité presque partout en terre de l'islam. Elles ont comblé aussi grâce aux efforts de leurs élèves successeurs fidèles et qualifiés un vide dangereux en matière de droit musulman en relation avec la question d'actualité. La communauté Ummah islamique, connue ainsi entre le 2e et jusqu'au 7e siècle de l'Hégire, calendrier musulman, plus de 20 écoles juridiques. Beaucoup de ces écoles ont disparu au fil du temps. Et pour diverses raisons, les unes ont disparu car il y avait plus de successeurs pour continuer à propager leurs principes. D'autres ont disparu car elles étaient trop rigides et trop souples ou, à défaut d'unanimité sur la notoriété de leur créateur ou sur leur fondement. 4 écoles sunnites seulement ont survécu, ont reçu le consensus de la communauté musulmane, comme je l'ai déjà indiqué, et se sont imposées ainsi comme référence saine et solide. Il s'agit des écoles, je le répète, Hanafite, Malikite, Shafite et Hanbalite. Les bases de ces 4 écoles sont d'abord le Coran et la Sunna. Pour les questions et sujets nouveaux qui n'ont pas été traités par les textes traditionnels, les 4 écoles ont eu recours à ce qu'on appelle les outils de jurisprudence qui varient selon chaque école et son contexte. On peut citer parmi ces outils qui s'inscrivent dans la grande catégorie de l'effort juridique, Ijtihad.
l'analogie ou le rapprochement par rapport au texte traditionnel, al-Qiyas, le consensuel al-Ijma, basé sur la célèbre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté ne peut pas avoir un consensus faux, c'est-à-dire égaré. L'intérêt de la communauté, al-Musalli al-Mursala, la préférence personnelle en vue du bien, istihsad, l'opinion personnelle, ar-ray, comme je l'ai indiqué, spécialité de l'école hanafite, basée sur l'interprétation, c'est-à-dire le ta'wil. Et nous allons encore développer l'école hanafite qui est fondée, comme je l'ai dit, par Abu Hanifa al-Numam. Cette école est apparue, comme je l'ai dit, à Koufa, en Irak, et s'est répandue à Bagdad. Il a adopté les méthodes de son fondateur et celles des maîtres de cette école. Après lui, comme Abu Yusuf, comme je l'ai indiqué, et Abu al-Hassan. Ces fondements comprennent en plus du Coran et de la Sunna l'istihsan dur, c'est-à-dire la coutume, et kahl al-sahabi, les paroles des compagnons, kaul al-sahab, les paroles des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette école est caractérisée surtout par l'utilisation de la raison et de l'opinion, ar-ray. Elle est considérée comme l'école la plus libérale car le contexte de son apparition est lié à une société complexe avec beaucoup de nouveaux besoins. Il est répandu de nos jours en Afghanistan, en Inde, en Turquie, en Iran, en Syrie, en Russie et en Chine. Et nous allons voir maintenant l'école malikite de Malik ibn Anas, qui est mort en 796. C'est une école de Médine, puisque c'est là où il a vécu. Il a étudié avec de nombreux Médinois, les héritiers de la tradition locale de l'enseignement prophétique. Dès 761, le calife Al-Mansour l'emploie pour des missions diplomatiques internes. En 762, il est impliqué dans le soulèvement du Alid Muhammad ibn Abdallah, c'est-à-dire les partisans de Ali. En 147 le Hijr, après l'échec du soulèvement, c'est-à-dire en 764, il est puni publiquement par le gouverneur de Médine. En 777, réconciliation avec le pouvoir, le calife Al-Mahdi discute avec lui le projet d'élargissement de la mosquée de Médine. En 796, année de sa mort, il reçoit la visite du calife Al-Rachid. Il semblerait qu'un calife abbasside, lequel on ne sait pas, ait tenté d'imposer le Muwatta comme seul texte de jurisprudence. C'est le livre écrit par Malik, preuve de tension entre le pouvoir califal abbasside et l'autorité des Fuqaha. Sa fondation est plus difficile à appréhender du fait de ces deux branches occidentales avec Sahnoun à Kérouan, Ibn al-Habib, qui est mort en 853 en Andalous, et orientale avec Ibn al-Qasim de Utabi, mort en 806, l'élève égyptien de Malik. À Bagdad, cette école a quasiment disparu vers le milieu du XIe siècle. Al-Muwatta,
c'est-à-dire son livre Le chemin aplani, est le premier livre du fiqh qui nous a été conservé. Il a pour dessein de donner un tableau de la loi et du droit, du rite et de la pratique de la religion d'après l'ijma reconnu dans l'islam médinois, un ensemble composite de matériaux légaux. Au total, 1720 traditions, 527 hadiths, 613 paroles de compagnons, le reste étant les avis légaux du Malik lui-même. Il voulait codifier et systématiser la loi devenue coutumière à Médine entre une tradition orale hadith et une coutume bien attestée et établie à Médine. Malik préfère la pratique al-mar. Il en existe différentes recensions, toutes de Malik, issues de moments successifs de l'enseignement oral du maître. La Vulgate transmise par Yahya al-Masnad, qui est mort en 848, la recension de Muhammad bin al-Hassan al-Shabani, mort en 805, qui fait un commentaire du texte et compare l'opinion de Malik avec celle d'Abu Hanifa, avec lequel il avait aussi étudié. Pour développer beaucoup plus sur l'école malikite, pardon. Donc, comme je l'ai dit, c'est une école qui met l'accent sur la vie de compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur la pratique des Médinois, Al-Mal Ahl al-Madina, ces derniers étant les descendants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle donne aussi une place importante aux coutumes de la société s'ils ne contredisent pas avec la loi divine, ainsi qu'à l'établissement des normes juridiques à partir de l'intérêt général de la société appelé al-masalih al-mursala. On reviendra plus loin en détail sur cette école. L'imam Malik était réputé pour sa narration du hadith. Il est considéré comme l'un des meilleurs en la matière. Les ouvrages de référence de cette école sont, comme je l'ai dit, entre autres, le Muwatta, la voix rendue aisée, premier recueil du hadith et de fiqh en islam de l'imam Malik, et la Mudawana, un recueil des avis juridiques de Malik qu'a compilé son élève Sahnun ibn Sa'id al-Tanuki. La plupart des disciples de l'imam Malik sont partis en Afrique du Nord et en Espagne. Cette école s'est répandue donc en Andalousie, en Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Algérie, Tunisie, et même une partie de la Libye, au Soudan et au Khorasan. Khorasan, c'est entre l'Irak et l'Iran. Nous allons voir maintenant l'école Shafi, qui est majoritaire au Comores. C'est une école qui est née en Palestine, puisque l'imam Shafi, il est mort à Fustah en 820, mais il est né en Palestine. Il grandit à la Mecque, il étudie le hadith. Je dirais, il a connu presque un parcours similaire que l'imam Malik, élevé seul par sa mère.
je dirais une anecdote pour la mère de l'imam Malik. Son père était parti avant même sa naissance. Et quand il est revenu à 15 ans, 16 ans, il a trouvé un jeune qui enseignait à la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé, on lui a dit qu'il s'appelle Malik. Il a su que c'est son enfant. Et l'imam Shafi aussi a été élevé aussi par sa mère qui l'a envoyé faire des études dans un premier temps. Il a été au Yémen et quand il est revenu, sa mère a considéré qu'il n'avait pas complété ses études. Elle l'a renvoyé à Médine. À Médine, on rencontre l'imam Malik qui lui enseignait le Muwatta. À Bagdad, il s'oppose aux disciples d'Abu Hanifa et n'accepte pas la méthode du Raï, lui opposant la méthode de Malik, duquel il s'éloigne par la suite. Critique radicale du conformisme juridique, tahlid, discréditer les traditions locales vivantes comme source de droit religieux. Deux corps de doctrine dans l'œuvre de Shafi. Le premier dit l'ancien, Al-Qadim, ayant été élaboré avant sa venue en Égypte, en 814, et le deuxième dit le nouveau, Al-Jadid, durant son séjour à Fustat. Shafi est situé entre les traditionalistes, Shafi est situé entre les rationalistes et les traditionalistes, proche des Alides, c'est-à-dire les partisans d'Ali, et opposant au pouvoir abbasside. Vers 180, le calendrier de l'Hégire, il comparait devant le calife Harun al-Rachid à Raqqa. Al-Risala, premier traité de Usul al-Fiqh, théorie du droit, il opère une synthèse entre la méthode de Malik et celle d'Abu Hanifa. Ces deux ouvrages, Al-Risala et Kitab al-Umm, insistent sur le principe de l'autorité prophétique en matière juridique, critique des écoles locales primitives pour le refus d'adhérer à ce principe. Aussi, ces principaux acquis en matière légale sont la définition de la sunna et la systématisation du raisonnement analogique. Il meurt en 820 à 54 ans, selon certains récits. Il décéda suite à un coup violent d'un disciple de Malik, selon d'autres sources d'une maladie. Son œuvre est une étape fondamentale entre le début de la discipline du 8e siècle et son point culminant au 11e siècle avec Gouaini, mort en 1085, et surtout son disciple Ghazali, mort en 1111. Je vais développer beaucoup plus sur cette école shafi'ite qui est fondée par Muhammad ibn Idris al-Shafi. Comme je l'ai dit, lui, il a vécu à la Mecque, puis en Irak, avant de s'installer en Égypte. Il a pris le fiqh selon l'école malikite, comme je l'ai dit, puis plus tard selon l'école hanafite, où il a fait en tout cas la synthèse entre les deux. Son école s'est positionnée entre l'école hanafite, qui prime l'opinion personnelle, c'est-à-dire Raï, et l'école malikite,
qui se base essentiellement sur la sunna. Pour le chafiite, la sunna est valorisée comme source de droit et une grande importance est donnée au consensus de toute la communauté, ijma. Cette école s'est répandue en Égypte, au Koweït, au Yémen et dans certains pays de l'Asie comme l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et l'Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Mozambique, évidemment les îles Comores et Madagascar. Et nous allons voir la quatrième école, Ahmad ibn Hanbal, qui est mort en 855, muhaddith et juriste. Il se forme avec les plus illustres maîtres du Hijaz. De Médine rencontre à Shafion à Bagdad une seule fois en 195 calendrier musulman, Hijr. C'est à l'école du Hadith et du Hijaz qu'il convient de rattacher avant toute formation juridique Ibn Hanbal. Ibn Hanbal fut impliqué dans la fameuse Mirna, c'est-à-dire l'inquisition à travers laquelle les califes abbassides voulaient imposer leur autorité aux ulama sunnites et les obligeant à adhérer au dogme du Coran créé, développé par les Mu'tazilites. Ibn Hanbal refusa de se plier à ce dogme et comparut en 219 du calendrier musulman devant le calife. Emprisonné environ 2 ans après avoir reçu la bastonnade, pendant tout le règne d'Al-Mu'tazim, il mena une vie retirée. La restauration du sunnisme par le calife Al-Mutawakkil à son avènement en 847 permit à Ibn Hanbal de reprendre son activité d'enseignement. Donc Ibn Hanbal, son œuvre, c'est le Musnad, recueil de hadith par Isnad. Rad al-Jamiyya wa Zanatik. Réfutation théologique des courants adverses. Kitab al-Sunnah, une profession de foi. Kitab al-Wara, livre sur le scrupule dans la religion. Al-Masail. Hanbal était sans cesse consulté sur les questions Masail les plus diverses de dogmatisme, de morale ou de droit, sans interdire la mise à l'écrit de ces avis d'une façon aussi formelle que certaines traditions nous l'affirment. Il est certain qu'il mettait en garde ses interlocuteurs contre le danger d'une codification de sa pensée, Tadwin al-Ray, qui eût pu se substituer de la ligne de conduite tracée par le Coran et la Sunna, et lui-même, à la différence de Shafi'i, n'a jamais cherché à la présenter méthodologiquement à un corps de doctrine. Donc, pour récapituler,
je reviens après récapitulation, je complète sur l'école hanbalite. Donc elle est pratiquement comme née du conflit qui a opposé Ibn Hanbal comme je l'ai dit, aux Mutazilites, rationalistes hellénisants, passablement intolérants, et aux autorités politiques qui soutiennent alors les Mutazilites. La réputation d'Ibn Hanbal s'est forgée durant ces événements au cours desquels il fut persécuté et emprisonné, comme je dis, sans jamais se renier. L'imam Ibn Hanbal est considéré par un grand nombre d'ulamas savants de la loi comme un traditionnaliste, homme de hadith, plutôt qu'un juriste. Ibn Hanbal n'était pas d'accord avec son maître Al-Shafi'i pour ce qui est de l'utilisation de l'opinion personnelle. Il apprimait le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auquel il a dévoué un recueil appelé Al-Musnad et qui comprend environ 40 000 hadiths. Cette école adopte l'interprétation apparente zahir du Coran et de la Sunna et rejette le raisonnement par analogie, sauf dans des cas qui sont plus rares. Cette école se développa en missionnaires qui apportèrent leur madhab dans les contrées lointaines, notamment dans le nord de l'Iran, où allait naître Cheikh Abdul Qadir Jilani, qui est mort en 1166, grand organisateur du soufisme, la confrérie soufie. Un siècle plus tard naissait le théologien Ibn Taymiyyah, qui est mort en 1328. Ibn Taymiyyah et son disciple Ibn al-Qayyim étaient les principaux défenseurs de cette école. L'approche d'Ibn Taymiyyah est sensiblement différente de celle du fondateur Ibn Hanbal. Ibn Taymiyyah a fait beaucoup de travaux juridiques autour de l'école hanbalite et a eu des positions radicales par rapport à certains sujets. Il va donner naissance à ce que certains historiens appellent le salafiyya al-Taymiyya. Pardon. À cause de sa rigueur méthodologique et sa restriction à l'ijtihad, effort juridique, l'école de l'imam Ahmad, bien qu'authentique comme les trois autres écoles, n'a pas connu une grande expansion, si ce n'est après son adoption par le royaume d'Arabie Saoudite. Un hanbalisme réformé entièrement exotériste, donc différent de l'école hanbalite de base, va régner ensuite en Arabie, se radicaliser de plus en plus, excluant l'ijtihad et tout compromis avec la modernité, ce qui va être appelé le salafisme wahhabite dû à Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui s'est renforcé encore plus après la chute de l'Empire ottoman et grâce au pétrodollar. C'est l'école actuellement qui est imposée par les Saoudiens, l'Arabie Saoudite, puisque c'est les rois d'Arabie Saoudite adoptent cette école jusqu'à nos jours.
Ils veulent l'imposer au monde entier, au monde musulman. Donc les origines du droit musulman, que signifie appartenir à une école d'île? Donc c'est c'est l'idéal à la fois éthique, intellectuel, spirituel et juridique. Il y a deux groupes familiaux qui se partagent le pouvoir local. D'un côté, il y a les chafiites, puis les soufis et asharites en théologie. Alors que de l'autre côté, il y a les hanafites, non soufis, qui travaillent avec les mu'tazilites. Donc ce sont ces oppositions qui ont apparu particulièrement en Irak. Donc ça c'est à Nishapur et après à Bagdad au XIIe siècle. Pardon, ça c'est le Xe au XIe siècle et au XIIe siècle à Bagdad il y a toujours les chafiites, plus les soufis et les asharites en théologie qui s'opposent aux Hanbalites. Pour les sources, il y a usul al-fiqh, les sources de la loi et la méthodologie pour parvenir à énoncer les règles du droit, et furu al-fiqh, littérature jurisprudentielle. Donc les grands termes juridiques, la pureté, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage, il s'agit là parfois de le djihad, les principaux ibada, obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala, les actes d'adoration et de rite. Les autres termes juridiques, les mu'amalat, c'est-à-dire les obligations avec les autres humains, règles agissant les relations sociales, sont organisées moins systématiquement par ces écoles. Il y a deux types d'ouvrages abrégés, muhtasar et commentaires, mabsout, char. Les genres mineurs, monographie, c'est-à-dire les règles de gouvernement consensuel, les recueils, les fatwas, au pluriel c'est futawa ou futawin, au féminin. Donc, le droit islamique, il gère la pratique cultuelle, c'est-à-dire les ibadah, le droit contractuel, muamalat. Donc, pour les ibadah, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a le monde légal, il y a les ablutions et le pèlerinage. Donc, ça consiste à étudier ce qui est obligatoire, les conditions de validité des rites expliquent leur accomplissement. Et puis de l'autre côté, pour le droit contractuel muamalat, il y a le mariage, le divorce, les successions, les achats, les locations, les ventes. Étudie les conditions de validité des contrats et les pratiques sociales. Les usul al-fiqh, les normes, les obligations wajib, recommandables, mandoub, permis, mubah, déconseillé, makrouh, interdit, haram. Distinction entre valide, imparfait et caduc. Sahir, fasid, batul. Les sources servant à établir les normes, usul, le Coran, le Sunna, le consensus, ijma, analogie, qiyas. On ajoute parfois les usages urf, mais aussi des méthodes promues par les écoles. Istihsan, préférence juridique chez les Hanafites. Istihlar, l'intérêt général chez les Malikites. Istihab, présomption de continuité chez les Shafi'ites.
les règles herméneutiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'istibar, l'extraction, l'extrapoler. Les principes d'interprétatif permettent d'extraire les normes de 4 sources qui relèvent de la linguistique et de la rhétorique: explicite, implicite, particulier, général, ambiguïté, clarifiant, ordre, interdiction. Et ijtihad, condition et modalité de son exercice. Abrogation, nasr, contradiction, tanroud, prévalence, tarjih. Selon Ibn Khaldoum, qui est mort en 1406, pour les détails, le droit ne donne pas qu'une opinion prévalente. Khalib al-Jahl, et non une connaissance véritable et définitive. Les usul al-fiqh et ses composantes. Le fiqh, la classification des sciences selon Al-Ghazali dans son Mustasfa. Les sciences purement rationnelles, incluent mahd, mathématiques, astronomie. Les sciences purement traditionnelles, naql, mahd, les commentaires du Coran et des hadiths. Elles sont avant tout affaires de mémoire. Les sciences mixtes, mustawija, elles font appel à la raison, à la tradition et concilient opinion personnelle et loi révélée. Le fiqh fait partie de ces sciences pour leur usul, comme pour les furu. Le fiqh prend à la révélation shar et à la raison aql. Le meilleur de leurs méthodes, ce n'est pas une pure spéculation que la loi révélée refuserait d'admettre. Il n'est pas non plus construit sur la simple acceptation, c'est-à-dire taqlid, de données auxquelles la raison refuserait sa garantie et son appui. Al-Ghazali al-Mustaf. C'est ce qu'il écrit dans la pédagogie d'Al-Ghazali dans le Mustasfa. En conclusion, ces 4 écoles que je viens de développer, ont fait l'unanimité en matière de droit musulman et ont gagné la confiance de toute la communauté jusqu'à l'apparition du mouvement Salafi Wahhabite au XIXe siècle, qui réfuta ces doctrines et établit à partir de l'Arabie saoudite une approche plus radicale de l'islam. Le wahhabisme ne reconnaît pas le Coran et la Sunna comme source de jurisprudence et n'admet qu'une interprétation littéraliste et superficielle du texte. Le wahhabisme s'est renforcé et imposé dans plusieurs pays musulmans depuis la chute de l'Empire ottoman, comme je l'ai dit, en 1924, et particulièrement donc en Arabie saoudite. Et c'est sous la base de wahhabisme que s'est développé ce qu'on appelle les musulmans radicaux, ou qu'on peut qualifier les intégristes musulmans entre guillemets. Et ce qui est paradoxal, c'est que les autorités saoudiennes sont les grands collaborateurs des pays occidentaux, et en même temps c'est sous la base du wahhabisme que s'est développé des terroristes qui font des attentats, comme c'était le cas pour Ben Laden et les autres. Mais tout ça, effectivement, les Occidentaux ne peuvent pas mettre en cause les autorités saoudiennes, puisqu'ils en profitent du pétrole. Donc là, il y a des raisons économiques
qui nous dépasse à ce niveau. Merci de votre attention. Donc nous allons nous retrouver vendredi prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا.